Mardi 9 janvier 2024. 2024, est-ce l'année de Bilal Mohamed? Bonical prêt à combattre 4 fois cette année, la tension qui monte dans le dossier Aspinal. On parlera aussi de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Dernièrement, Bilal Mohamed a donné une série d'interviews, il est revenu sur sa situation actuelle au sein de la catégorie des poids welter de l'UFC, mais aussi sur le dernier combat pour le titre qui a eu lieu entre Leon Edwards et Colby Covington. Selon lui, même si Colby Covington a donné une bien pâle copie, Leon Edwards aurait pu mieux faire, aurait dû mieux faire, il aurait même dû finir Colby Covington. Alors il dit, le travail qu'a fait Edwards était bon parce que Covington, il est fort sur les strikers qui reculent. Il arrive bien à mettre sa lutte en place dans ces moments-là, mais Leon Edwards ne s'est pas fait avoir, il a contrôlé la cage, il a su jouer de ses feintes et c'est ce qui lui a permis de prendre le dessus sur Covington qui du coup n'avait plus aucune arme à son arsenal. Mais voilà, il dit, le Covington que j'ai vu ce soir-là, Leon Edwards aurait dû le finir à chaque fois. Il explique que lui, qui était le troisième homme de la soirée, je le rappelle, si Edwards ou Covington avait été blessé, c'est lui qui aurait eu le combat. Tout son coin est tombé malade pendant la semaine. Il dit, je sais pas ce qu'il y a eu une épidémie, mon head coach a même dû prendre l'avion et rentrer chez lui tellement il était mal. Du coup, ça m'a donné un petit espoir. Je me suis dit, allez, Colby Covington va tomber malade et ça va être à mon tour de combattre. Alors le journaliste lui dit, ouais, mais si t'avais personne dans ton coin, si tout le monde était malade, comment tu t'en serais sorti dans la cage ? Et là, il rassure. Il dit non, mais tu sais, moi, j'ai besoin d'avoir de la bonne énergie en coulisses, d'avoir une team qui me pousse en avant. Par contre, quand je suis dans la cage, je sais ce que j'ai à faire. J'ai le game plan en tête, j'ai bien étudié mon adversaire. J'ai pas forcément besoin de coaching entre les rounds. Moi, mon avis personnel, c'est qu'on a toujours besoin de coaching entre les rounds. Tu sais pas ce qui peut se passer. Tu as tout prévu, tu as ta feuille de route, tu as différents scénarios. Et là, l'autre arrive avec quelque chose que tu n'as pas prévu. Et là, avoir quelqu'un dans ton coin, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui connaît le fight game, j'ai envie de dire, pour utiliser un anglicisme, ça peut être très très important. On sait, il y a beaucoup de combattants qui en ont parlé. Alors, j'ai pas envie de le traiter de menteur, hein, mais je pense que peut-être sur ce coup-là, il s'est peut-être un peu surestimé. Et il explique que lui, il a seulement fait 2 ans de lutte au lycée. Il dit, ouais, on pense que je suis un gros lutteur. Et moi, j'ai fait 2 ans de lutte au lycée. Je suis tout de suite passé au MMA. Il est très fier d'avoir battu l'élite du striking, notamment Stephen Thompson, d'avoir battu l'élite du grappling, Gilbert Burns, pour ne citer que lui, mais aussi d'avoir battu des gars qui l'ont battu par le passé. Je rappelle qu'il a réussi à battre Vicente Luque, qu'il l'avait mis KO ou qu'il l'avait soumis, je sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, Vicente Luque l'avait battu. Des années plus tard, c'est lui qui a gagné. Il explique que ça prouve sa force mentale et je suis d'accord avec lui. Alors, il dit ça, c'est un peu pour aller titiller Leon Edwards. Il dit, ouais, Leon Edwards, il bat que des lutteurs qui se sont mis à striker sur le tard. C'est pas forcément faux. Après, Leon Edwards a quand même eu pas mal de combats à l'UFC, mais voilà, c'est son argument à lui pour se mettre en avant. Il va aller au Daghestan pour préparer son prochain combat. Alors, je pense pas qu'il fera son camp d'entraînement entièrement là-bas, mais il va y aller pour sortir de sa zone de confort. Il explique que là-bas, les gars ne prennent pas de day off, que tous les rounds sont faits à 100% et que c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Il va ressentir le stress du combat qu'il ne ressent pas forcément dans sa salle parce qu'il connaît les sparring partners, il est en sécurité. Là-bas, ça va être différent, il va falloir se donner à tous les rounds. Il va y avoir des gars qui vont chercher vraiment à lui mettre la pression. On le sait, au Daghestan, ça s'entraîne très très fort. Donc il veut ressentir cette petite adrénaline du combat. Il va sûrement être proche de Khabib Nurmagomedov. Il explique Khabib Nurmagomedov, c'est comme si tu joues au basket et il y a Jordan qui vient t'expliquer comment mettre un panier, tu vas pas le contredire. Donc il a besoin de s'entourer de toutes ces personnes. Il dit aussi que Dana White lui a promis le prochain title shot. En tout cas, lui a promis un title shot. Il dit ouais, c'est ce qu'il m'a dit suite à mon combat contre Gilbert Burns, que j'aurai le droit à ma chance à la ceinture et je lui fais confiance. Alors le journaliste vient le titiller un petit peu et lui dit oui, mais tu sais, Dana White, il a aussi dit qu'il n'y aurait jamais de femmes à l'UFC, puis aujourd'hui on a des combats de femmes. Il dit oui, bien sûr, je comprends, mais moi en tout cas, tout au long de ma carrière à l'UFC, dès qu'il m'a promis quelque chose, il me l'a toujours donné. Et il explique vouloir être parmi les GOAT de la catégorie des poids welter. Alors il en a déjà parlé, il disait qu'il se voyait déjà au même niveau que Georges Saint-Pierre. Je vais un peu modérer ses propos, Georges Saint-Pierre a défendu de multiples fois sa ceinture. Lui, il n'est pas encore arrivé à la ceinture, il y arrivera peut-être un jour. Et ce qui me rassure, c'est qu'il veut régner sur la catégorie. Il parle pas de monter tout de suite chez les poids moyens, il veut prendre les contenders les uns après les autres. Il dit ouais, les gens m'ont beaucoup évité jusqu'à maintenant, et quand j'aurai la ceinture, ils auront plus le choix. 2024 sera-t-elle l'année de Bilal Mohamed? Écoutez, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Je vais maintenant vous parler de Brundage, le futur adversaire de Bonical, parce que Bonical, c'est la nouvelle pépite de l'UFC, tout le monde le connaît maintenant, mais Brundage, on ne le connaît pas du tout, et justement, il a donné une interview, alors il est très conscient
que s'il est sur la carte de l'UFC 300, c'est grâce à son adversaire. Il dit moi j'ai pas encore un assez gros nom pour être sur ce genre de carte par moi-même. Il dit aussi qu'il savait qu'il était sur la liste parce que son profil correspondait à ce que voulait Bonical et ce que voulait l'UFC pour Bonical. Il dit ouais, je suis un combattant quand même assez expérimenté, je viens aussi de la lutte mais je n'ai pas son palmarès. Lui il a une lutte de champion, mais je pense pas qu'il a le JJB ni le striking. Est-ce qu'il a le menton de champion et le cardio de champion? On ne sait pas encore. Il dit moi je sens que je progresse bien dernièrement, mais parfois j'ai eu de bonnes sensations avant des combats et puis j'ai perdu, et parfois j'ai eu des mauvaises sensations et puis finalement j'ai gagné, donc ça ne veut pas dire grand chose. Il explique aussi que pour certains combattants, ça prend du temps de performer dans la cage. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. On peut se rappeler de Masvidal, on va en parler tout à l'heure, il y a de nouvelles rumeurs sur lui. Masvidal, il a une carrière un petit peu en dents de scie à l'UFC. Alors, on savait que c'était un tueur, il était très intéressant à voir combattre, mais c'est dans ces 2 dernières années où il a vraiment explosé. Donc, je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Et il explique aussi qu'il va jamais rattraper le niveau de lutte de Bonical en si peu de temps, mais par contre, il peut travailler à lui rendre le combat beaucoup plus compliqué. Je suis encore une fois d'accord avec lui, tu vas affronter un gars qui est l'élite de la lutte, va pas chercher à lutter, tu pourras jamais rattraper ton retard. Cyril Gane en a déjà parlé d'ailleurs. Il dit mais mon but ça va être de rendre cette takedown très difficile et puis de capitaliser sur le temps que je vais passer debout. Il explique aussi que s'il le bat, il ne sera pas vu comme le prochain champion. Il dit non, bien sûr que non, ça va peut-être me rapprocher un petit peu du top 15, mais je pense que j'ai encore un combat devant moi avant d'arriver au top 15. Écoutez, je suis plutôt d'accord avec Brundage. Il n'aurait jamais été sur la carte de l'UFC 300 par lui-même. Alors peut-être, voilà, il y aurait eu une petite place, on l'aurait peut-être mis là, mais lui ou un autre, ça n'aurait pas fait la différence. Là, il a Bonical qui se présente devant lui sur la carte de l'UFC 300. L'opportunité est très belle pour lui. Alors s'il bat Bonical, je pense pas qu'on parlera de lui comme le futur champion, alors que si Bonical le bat, on va continuer à dire que Bonical c'est le futur de la catégorie, etc., etc. Maintenant, quand tu es dans sa situation, un combattant qui alterne victoire et défaite, on te propose ce combat-là, ça peut changer ta carrière. Hein. Vraiment, je pense que s'il bat Bonical, son prochain combat, les gens vont avoir son nom dans un coin de la tête et ils vont être prêts à se connecter pour regarder. Il va peut-être surfer là-dessus. On se rappelle que Chito Vera, quand il a battu Sean O'Malley, ça a changé sa carrière. On n'a pas parlé de lui comme le futur champion, mais voilà, il a fait un peu de trash talk autour, il a su créer une personnalité, il a surfé là-dessus. Tant mieux pour lui. Est-ce que ce sera pareil pour Brundage? Je ne sais pas, mais je lui souhaite. Puisque je vous ai parlé de lui, je vais vous parler maintenant de son adversaire, la petite pépite, la future superstar peut-être, Bonical, qui n'a pas combattu depuis le mois de juillet. Il expliquait que c'était son choix, il voulait prendre du temps, il avait prévenu l'UFC, il leur avait dit je vous dirai quand je serai prêt à recombattre. En septembre, il a pris 1 mois sans s'entraîner, c'est la première fois depuis ses 5 ans qu'il prend 1 mois de vacances. Il dit que ça lui a fait beaucoup de bien, ça lui a permis de se remettre de plusieurs petites blessures. Il avait combattu 5 fois en 1 an avant ça, donc ça lui a fait vraiment, vraiment du bien de prendre un petit pas de recul. Il expliquait qu'il voulait revenir en février ou mars, mais que comme l'UFC 300 arrivait au mois d'avril, il s'est dit bon, je vais attendre un petit peu, puis je vais revenir pour l'UFC 300. Pendant ces quelques mois, il s'est consacré à d'autres passions, notamment la chasse. Il ne croit pas au ring rust, il dit moi je suis toujours en mode compétition dans ma tête, je m'entraîne toujours, à part au mois de septembre. Donc pour moi le ring rust, je rappelle le ring rust c'est quand t'as pas combattu depuis longtemps, on dit qu'il y a toujours un petit décalage entre la performance maximale que tu pourrais faire et celle que tu vas livrer. Certains y croient, certains n'y croient pas. Il a aussi parlé de Brundage, il dit ouais c'est un profil qui m'intéressait. Il dit c'est vrai que j'aurais pu peut-être prendre un plus gros nom, le journaliste lui pose la question, c'était Ariel Helwani. Il dit ouais pourquoi pas, mais moi je suis pas pressé, ça viendra, j'ai que 27 ans, j'ai que 5 combats en MMA dans ma carrière. Je suis encore en train de me construire, donc le gros nom viendra. Mais moi, par contre, quand j'ai vu l'interview, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui a choisi Brundage. Il dit, ouais, le profil m'intéressait, il a un petit background en lutte, il a un bon KO power. J'ai l'impression que c'est lui qui a dit à l'UFC, je veux combattre à l'UFC 300. D'ailleurs, il en parle. Il dit, quand j'en ai parlé à mon manager que je voulais revenir à l'UFC 300, il m'a dit, ouais, t'inquiète, c'est bon, c'est fait. Et puis Brundage, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui a choisi le combattant. L'UFC mise vraiment, vraiment sur lui, j'ai l'impression. Il explique aussi qu'il doit continuer à se développer, qu'il aimerait combattre 4 fois cette année, mais il ne sait pas si ça va être réalisable, donc il mise plutôt sur 3. Il veut combattre à l'UFC 300, l'International Fight Week, qui aura lieu apparemment à la fin juin cette année, et puis pourquoi pas 2 fois encore après. Alors c'est vrai que 2 fois entre le mois de juin et le mois de décembre, ça peut paraître un peu beaucoup. On verra, c'est son plan, est-ce que ça se fera, je ne sais pas encore. Il explique qu'il s'entraîne toujours à l'université, le nom c'est Penn State. Il dit ouais, je m'entraîne toujours avec l'équipe de lutte, je les entraîne et je m'entraîne aussi, j'aime bien être pris un peu là-dedans. Les gens me disent que je ne dois pas tourner le dos à ma lutte, bah, je le fais pas, vous inquiétez pas, en ce moment je suis pas encore en entraînement, le matin je m'entraîne en MMA et l'après-midi je vais m'entraîner en lutte. C'est un très bon choix selon moi. Il y a beaucoup de combattants, par exemple, je pense à Damian Maia qui venait du JJB, et pendant un moment il s'est un peu perdu à se prendre pour un boxeur et ça marchait plus vraiment, puis quand il est retourné au JJB, là sa carrière a de nouveau brillé, j'ai envie de dire. Donc voilà, très intéressant quand tu as un point fort, faut travailler tes points faibles, mais pas non plus
totalement tourner le dos à tes acquis. Il explique aussi que l'élite de la catégorie est un peu vieillissante, hein, il pense à Sean Strickland. Il dit puis aussi, c'est des gars, moi mon point fort c'est ma lutte, eux c'est pas forcément leur point fort, donc forcément il y a quelque chose à faire. Il explique aussi qu'un combat avec Chimaev arrivera peut-être. Chimaev a été impressionnant dans le premier round de son combat contre Ousmane. Il dit maintenant j'ai l'impression que si ça avait duré 5 rounds, ça aurait tourné à l'avantage d'Ousmane, mais on le saura jamais. C'est tout ce que j'avais à dire sur Bonical, ça va être un combat très intéressant, il sait pas encore s'il va être... Il y a des rumeurs comme quoi il serait le premier combat des prélims. Il dit je sais pas du tout, dernièrement j'étais plutôt sur des main cards, donc je pense qu'on va me mettre sur les main cards. Maintenant c'est pas mon problème, moi je m'occupe pas de ça, moi je m'occupe de combattre. Très bonne mentalité, j'ai l'impression qu'il a pas la grosse tête, j'ai l'impression qu'il ne se comporte pas encore comme une superstar. Il l'a dit, j'ai l'impression d'être déjà une superstar, mais la façon dont il parle, etc., il est beaucoup moins flashy que certains gars comme par exemple Sean O'Malley. Je vous propose de prendre une petite respiration et de passer à la Minute Box. Minute Box comme hier, à qui je donne l'honneur à Francis Ngannou qui a donné une interview à Ariel Helwani. La négociation pour son combat avec Joshua a été très simple, d'après lui, il dit beaucoup plus qu'avec Tyson Fury, mais c'est normal, Tyson Fury c'était la première fois, j'avais plein de petits détails à régler, les chambres d'hôtel, les billets d'avion, etc. Là, il n'y a aucun problème. Il dit voilà, j'ai vu le combat d'Anthony Joshua au mois de décembre, j'ai vu aussi le combat de Wilder, j'ai fait un tweet, et tout de suite ça s'est fait très vite, on m'a contacté, on m'a dit ok c'est bon, le combat va se faire. Il dit aussi qu'il y aura un rematch contre Fury, sûrement avant le mois d'octobre. Il pense aussi combattre en MMA cette année, mais il n'y a rien de sûr. Il dit voilà, je vais déjà combattre Anthony Joshua, très certainement Tyson Fury. Alors j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose au contrat. Il dit dès qu'on a fini le combat, les organisateurs, donc en Arabie Saoudite, lui ont dit ouais il y aura un rematch. Maintenant il sait qu'il y a le combat contre Usyk, il y a peut-être une clause de rematch dans le combat contre Usyk. C'est assez flou tout ça, hein. Même quand il en a parlé, j'ai pas réussi à bien décrypter si lui s'était signé le combat contre Fury ou pas. J'ai l'impression que c'est signé avant le mois d'octobre parce qu'il dit ouais on avait un an pour faire la revanche. Donc écoutez, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? En tout cas, Ngannou là en ce moment il a le vent dans le dos et il en profite énormément. Il dit que la médiatisation autour du combat contre Joshua est encore plus forte que contre Fury parce que maintenant tout le monde sait qu'il peut boxer. Il dit à l'époque on savait pas si c'était un combat de foire. Bon ça c'est mes mots à moi, il l'a pas dit comme ça, mais je vois très bien ce qu'il veut dire. Là maintenant on sait que j'ai pu tenir tête à Tyson Fury. Donc contre Joshua vous avez vu je suis l'underdog, c'est-à-dire je suis pas le favori, mais la différence n'est pas aussi grosse que contre Tyson Fury. Il dit que Anthony Joshua, lors de son dernier combat, il était bon, mais il n'y a pas eu de réponse en face. Il dit franchement, en face, le gars, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Moi, je vais faire ce qu'il faut, je vais lui mettre la pression, je vais lui mettre des gros coups. Si je lui mets le même coup que j'ai mis à Fury, je suis pas sûr que Joshua va se relever. On a de gros doutes sur son menton, donc je vais essayer de répondre à cette question. Il veut se préparer avec la même team. Alors, il expliquait que là, il était en France. Le 15 janvier ou le 16 janvier, il y a la conférence de presse à Londres. Et après, il veut tout de suite s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Donc je sais pas, ce qu'il va repasser par Las Vegas pour son camp d'entraînement. Il dit moi j'ai contacté les mêmes personnes, j'attends des retours. Bon je pense qu'il y aura ses coachs habituels. Est-ce qu'il y aura Mike Tyson? Je sais pas, mais moi je pense que la même équipe va se reformer autour de lui. Ça va pas être facile pour ses coachs par contre parce qu'ils coachent aussi d'autres gars en MMA à côté. S'il faut qu'ils aillent en Arabie Saoudite pour le préparer, attention à ce petit détail, hein. Je pense qu'il y a pensé, Francis Ngannou il est pas fou, mais attention à ça quand même. On passe à la deuxième nouvelle. Alors là, c'est une rumeur. Ce serait Ned Diaz contre Jorge Masvidal 2, mais cette fois en boxe anglaise. C'est sorti sur les réseaux. Ariel Helwani l'a repris avec des pincettes. Kenny Florian en a parlé aussi. Alors, mois de février, mois de mars, boxe anglaise. C'est la rumeur. Je voulais en parler quand même parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Masvidal, on sait qu'il a mis des photos. Il est à l'American Top Team. Il s'entraîne. J'aurais préféré personnellement revoir ce rematch en MMA. Si ça avait été l'affiche de l'UFC 300, j'aurais été déçu, je vous le dis quand même. Ça aurait été un combat comme ça dans l'UFC 300. Bon, écoutez, pourquoi pas. Ils amènent toujours quelque chose d'intéressant. Dans la cage, de moins en moins, mais autour de la cage, il y a toujours de l'engouement pour ce genre de combat. Maintenant, ça aura peut-être lieu en boxe anglaise. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. On retourne au MMA avec des nouvelles de John Jones qui s'est maintenant fait opérer du coude. Il dit ouais j'en avais besoin depuis un moment, j'avais des douleurs au coude, fallait faire l'opération. De toute façon je peux pas m'entraîner à cause de ma déchirure au pec là, à l'épaule. C'est au pec je crois. Donc autant faire le coude en même temps, j'en ai besoin donc je le fais. Et il explique aussi que se remettre de ça, ce qu'ils appellent la recovery, le rétablissement, la convalescence, parfois tu as besoin de prendre un petit pas de recul pour mieux avancer par la suite. Moi je suis patient, j'apprécie votre support et tout l'amour que vous envoyez, je serai de retour. Il a aussi forcément eu un mot pour Thomas Pinal, hein. Dernièrement, ça fait 2 jours de suite que je vous en parle. Il pousse pour avoir la ceinture des poids lourds indisputés, incontestés, excusez-moi. Il dit ouais, moi j'avais 23 ans quand je suis devenu champion, toi tu peux pas arriver à l'âge de 30 ans et puis dire que tu vas détruire tout ce que j'ai fait toute ma vie. Il dit je connais même pas 90% des gars que t'as battus, alors que moi ça fait des années que je suis la tête d'affiche de l'UFC et que je bats les meilleurs. Il explique aussi ouais t'as seulement 4 adversaires que je connais
était déjà le roi de l'Angleterre, ça doit être pas mal. Va y avoir des légendes quant à la façon dont tu as combattu et dont tu as appelé les gars à te combattre. Bon voilà, il va taquiner un peu Aspinall. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que lui, il a battu personne, alors que John Jones, il est là depuis l'âge de 23 ans, champion, à battre les meilleurs. Il dit à Aspinall un peu, ouais, pour l'instant, t'es plus connu pour les calls que tu fais, les provocations, que pour ce que t'as fait dans la cage. Bon, je suis pas forcément d'accord, mais c'est vrai que si tu compares les deux carrières aujourd'hui, forcément qu'à l'heure actuelle, la carrière de John Jones est bien plus importante que celle d'Aspinall. Mais j'enlève rien à Aspinall. Moi, je pense qu'il peut aller inscrire son nom dans la légende des poids lourds parce que c'est un combattant très complet et je le vois faire de très grandes choses. J'en ai déjà parlé, vous le savez. Une autre rumeur, mais je crois que c'est officiel hein, parce que RMC l'a sorti, c'est notre Français William Gomis qui est forfait pour son combat du 3 février. C'est pas une bonne nouvelle pour lui. Il était sur la carte d'Imavov. Il est sur 3 combats à l'UFC, je crois, Gomis, 3 victoires, si je dis pas de bêtises. C'était le moment de confirmer, peut-être le moment d'être un peu plus impressionnant. On le sait, il est un petit peu critiqué parce que on le trouve un peu limite dans la cage. On a l'impression qu'il fait toujours le strict minimum. Moi, je lui enlève rien. C'est un combattant qui est encore jeune. Il peut encore progresser. Il est dans un stade de sa carrière, je pense, où il veut pas perdre. Alors, il va peut-être chercher parfois à assurer la victoire. J'espère que c'est pas une blessure trop grave pour lui et qu'il reviendra assez rapidement. En parlant de blessure, Giga Chikadze, rappelez-vous, c'est lui qui devait affronter Josh Emmett le mois dernier. Mitchell a pris le short notice, il a aussi pris ce terrible KO, malheureusement pour lui. Chikadze est remis, il dit qu'il est prêt pour l'UFC 300, son manager Ali Abdelaziz va dans le même sens. Du coup, il a appelé Josh Emmett, il lui a dit « Ouais, Josh Emmett, t'as battu un gars qui sortait de nulle part, alors qui sortait off the couch. » Donc en anglais, ça veut dire c'est un gars qui n'était pas prêt à combattre, il s'entraînait pas. Donc tu l'as battu, mais c'est un gars qui travaillait avec des vaches dans sa ferme, accepte l'offre de l'UFC pour l'UFC 300. Moi, j'ai déjà dit oui. Donc je pense que c'est pas une vanne pour Mitchell hein, mais voilà, il veut dire ouais, t'as pris un gars en short notice, tu l'as battu, c'est bien, mais il était pas prêt. Moi je vais être prêt, affronte-moi à l'UFC 300. Forcément Josh Emmett maintenant il a dit qu'il voulait affronter Holloway, je comprends, il veut se rapprocher de la ceinture. Maintenant un combat contre Chikadze, ce serait beau. Chikadze kickboxing, Emmett plutôt boxe et lutte, si je devais résumer grossièrement. Bien sûr, il y a bien plus que ça. Moi, c'est un combat que j'aimerais voir quand même. Maintenant, je comprends que Emmett, bon, ça l'embête un peu d'aller combattre Giga Chikadze, alors que Chikadze, au contraire, ça lui ferait faire un super bond dans la catégorie. Des nouvelles de Dricus du Plessis, ça y est, il est arrivé au Canada, il remercie tous ses coachs, tous ses sparring partners, etc. C'est la dernière ligne droite, il avait dit qu'il viendrait un peu en avance pour s'acclimater au Canada, au froid canadien forcément. Écoutez, on lui souhaite le meilleur dans son combat contre Sean Strickland. Une autre rumeur, c'est apparemment le CEO, le boss du PFL, aura annoncé le retour du PFL à Paris avec Cédric Doumbé au mois de mars, il semblerait. Alors ça, c'est ce qu'on se demande. Est-ce que ça va être le mois de mars? Est-ce que ça va être plus tard? Il y a aussi la rumeur d'un Cédric Doumbé contre Anthony Pettis en combat principal de l'événement. Ça reste une rumeur. Moi, j'ai été sur les réseaux sociaux du PFL. Là, j'enregistre, on est le matin, on est avant 10h du matin. J'ai pas vu l'officialisation. C'est Culture MMA qui met ça sur Twitter. Je leur fais plutôt confiance d'habitude. Donc, je pense que, comme je dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Anthony Pettis, Cédric Doumbé, je vous l'ai dit, hein, ce que j'ai vu d'Anthony Pettis dans son combat contre Henderson, s'il arrive dans cet état de forme-là contre Doumbé, je mets Doumbé vainqueur. Alors maintenant, s'il travaille le sol, s'il va chercher le sol, s'il le lutte, on aura des réponses parce que Pettis au sol, c'est pas n'importe qui. Donc ça pourrait être intéressant. Ça reste un gros nom pour Cédric Doumbé. Je pense que c'est la suite logique sur lui. Le PFL mise beaucoup sur lui. Alors nous, en France, on mise à fond, mais nous, on est français, on le connaît depuis des années. Donc forcément, les Américains, je sais pas s'ils en avaient beaucoup entendu parler avant qu'ils signent au PFL. Ceux qui suivent le kickboxing, forcément, le connaissaient, j'en suis bien conscient. Donc voilà, est-ce que ça va arriver? Écoutez, moi je lui souhaite à Cédric Doumbé d'accrocher Anthony Pettis. Attention à pas se faire piéger. L'avenir nous le dira encore une fois. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité MMA pour aujourd'hui. Je vous propose de passer à la minute auditeur. Je commence avec David Rousseau qui me dit BSD versus Poirier, Oliveira versus Tsarukyan, ça bouge enfin en lightweight. Dana White semble prêt à jeter en pâture les anciens aux jeunes loups de la catégorie. Bah écoute, c'est un peu l'idée générale de tous vos commentaires. On est tous très contents pour Benoît Saint-Denis. Alors il y en a certains, j'ai relevé, qui me disent « Ouais, attention, c'est peut-être un piège. » Moi, je suis content, c'est le moment. Voilà, la catégorie fusionne enfin, les anciens et les nouveaux s'affrontent. Je suis très content, c'est un très bon move de la part de l'UFC, selon moi. Fishman2539 qui me dit énorme respect à Poirier et Oliveira d'accepter des combats pièges, en particulier Dustin, car pour le coup il a vraiment pas grand chose à gagner dans cet affrontement. C'est une offrande jamais vue de la part d'un combattant de ce calibre, encore proche de son prime et très bien classé. Par contre BSD pour lui c'est Noël. Entièrement d'accord avec toi aussi. Poirier en plus au mois de novembre il disait ouais faut encore que Benoît Saint-Denis il prouve etc. Moi je sais pas trop, je veux affronter un gros nom, un mec qui me laisse dans la conversation à la ceinture etc. Bon bah là il accepte de prendre Benoît Saint-Denis il fonce. Il a toujours dit qu'il voulait des gros noms, qu'il voulait des combats violents. Je pense que là, il va y avoir le droit.
On a Adrien8353, je te remercie pour tes longs messages détaillés, donc forcément, je t'ai répondu, je reviens pas sur tout, je suis d'accord avec ce que tu dis en règle générale. Je voulais revenir sur ce que tu dis sur Ngannou. Après son combat contre Fury, je pense qu'il peut vraiment battre Joshua. L'anglais est beaucoup plus prenable à l'heure actuelle que quand il l'était pendant son prime et sa victoire contre Klitschko pour rappel. Je verrais bien un KO de Francis avant la moitié du combat. 5e ou 6e round maximum, je pense que Ngannou a une meilleure capacité d'encaissement de coups que l'anglais et frappe plus fort que lui, je pense. Donc je pense que le Camerounais va le travailler au corps durant le début du combat avant de le terminer d'un bon crochet à la tête dans le même genre qu'il a collé à Fury. Bah écoute, t'as tout bon puisque c'est ce que Ngannou a dit. Si je lui mets la même que ce que j'ai mis à Fury, pas sûr qu'il se relève, on a des doutes sur son menton, on va aller le tester. Donc c'est exactement ça. Moi c'est un combat que j'ai hâte de voir. C'est vrai que là, dans ma tête, tout de suite, je pense que Joshua est plus prenable que Fury pour Ngannou. Maintenant, est-ce que Fury est arrivé dans un mauvais état de forme et que du coup la performance de Ngannou a été biaisée? J'en sais rien. J'ai envie de croire que non parce que j'ai envie de voir Ngannou continuer à prendre des gros noms en boxe anglaise. On va avoir la réponse assez rapidement de toute façon. Karim Cissé 1078, je suis sûr que l'UFC 299 va être meilleur que l'UFC 300. Les annonces qui ont déjà été faites pour le 300, tout le monde s'en fout et franchement je vois pas ce qu'il leur reste comme opportunité à part aller chercher des retraités juste pour avoir des grands noms sur la carte au détriment du spectacle. Même voir Conor combattre, ça ne me hype pas plus que ça. Par contre, pour le 299, ils ont mis le paquet, sûrement grâce au meilleur ennemi de Dana White qui combat le même jour en boxe. Donc forcément, Francis Ngannou. Pareil, vous êtes nombreux à m'en avoir parlé de ça. Alors Ngannou, il va combattre le vendredi soir. On lui a demandé, Ngannou, pourquoi tu combats le vendredi? Il dit, bah parce que je crois qu'il y a un grand prix de F1 le samedi. Du coup, il voulait pas me mettre sur le même créneau. Mais je vais en savoir plus prochainement. Il n'était pas trop au courant non plus, Ngannou. Bah écoute, c'est vrai que la carte de l'UFC 299, elle est énorme. En plus, pour nous, Français, avec Benoît Saint-Denis, ça rajoute de l'intérêt. Maintenant, l'UFC 300, j'ai l'impression qu'en fait, l'UFC 200, je sais pas si tu te souviens, il y avait des gros noms dans les prélims. Je me rappelle, il y avait TJ Dillashaw dans les prélims. Il venait de perdre sa ceinture contre Dominic Cruz. On l'avait foutu en prélim. En fait, je pense que l'UFC 300, ils vont faire toute une carte des early prélims, main card qui va être énorme. Alors que l'UFC Miami, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est surtout la main card qui est très intéressante. Il y a encore de grosses choses à faire pour l'UFC 300, mais c'est clair que là, il nous colle une carte un mois avant qui est une carte de monstre. On a Abraham Kouame, excuse-moi, 9066 qui me dit « Perso, je pense juste que l'UFC a besoin d'une nouvelle tête d'affiche pour le main event du prochain UFC à Paris. » Donc il fait allusion à Benoît Saint-Denis. Mais c'est tellement risqué pour BSD, soit il gagne et il prend plus de hype, soit il perd. Descente aux enfers pour BSD, c'est tellement risqué pour lui, il a tout à perdre, rien à gagner. Faut que les Français dosent un peu avec les prospects, vous les surestimez un peu trop. Matt Frevola a perdu en moins de 30 secondes face à McKinney. Perso, BSD mérite pas, c'est trop risqué pour lui. Alors écoute, moi, je pense qu'il a beaucoup à gagner, Benoît Saint-Denis. Alors après, je comprends ce que tu veux dire que Poirier, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais Poirier, il est rincé, il a échoué plusieurs fois à la ceinture, il vient de prendre un KO contre Geji, forcément. » Mais maintenant, Benoît Saint-Denis, ça va lui faire un bond en notoriété. Et dans les classements, ça va le faire se rapprocher de la ceinture. Et s'il perd, moi, mon avis, c'est qu'il n'est pas fini. Il a quoi? Il a 27, 28 ans, Benoît Saint-Denis. Donc là, il peut perdre contre Poirier, puis dans 2-3 ans, retourner à la ceinture. Je pense que c'est pas trop tard pour lui. Et ce que tu dis, ouais, vous surestimez un peu trop les prospects. C'est vrai que quand il a battu Frevola, c'était très bon à ce moment-là de sa carrière. Après, c'est vrai que Frevola, c'est pas non plus l'élite de la catégorie, mais c'est un combattant. On se disait, ouais, il tape fort, il va aller tester le menton de Benoît Saint-Denis que beaucoup trouvent un peu trop haut. Il va peut-être aller tester sa lutte, aller tester son sol. Et voilà, je vois ce que tu veux dire. Puis après, je sais que tu as fait un autre message où tu dis oui, vous avez tourné le dos à Cyril Gane un peu rapidement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Cyril Gane, quand il a perdu, surtout contre John Jones, il s'est fait défoncer. C'était un peu dur de la part des fans français. Je comprends la déception. Je comprends aussi que la communication de Cyril Gane n'avait pas forcément été au top. Hein. Il avait l'air un peu en dilettante toute la semaine. Et puis quand tu perds comme ça, forcément, c'est dur. Après, voilà. Maintenant, tout le monde va te dire non, non, moi, j'ai pas tourné le dos à Cyril Gane. Forcément, c'est facile de le dire maintenant. Mais c'est vrai que les fans français ont été très durs avec Cyril Gane quand il a perdu. J'espère que ça n'arrivera pas aux autres combattants s'il leur arrivait un pépin. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à liker, vous abonner. J'ai 1500 abonnés, je fais environ 3000 vues par vidéo. Du coup, il y en a la moitié qui sont pas abonnés. Ça vous coûte rien de vous abonner. Je vous demande pas de mettre la cloche, machin. Mais moi, juste, ça me permet pour la pub, etc. C'est cool pour moi. Vous, ça vous coûte 0. N'hésitez pas à commenter, je vous réponds à tous. J'approfondis dans la minute auditeur. Il y a de plus en plus de commentaires, donc je peux pas répondre à tout le monde dans la minute auditeur. Mais je vous remercie, ça me fait très plaisir de faire vivre la chaîne avec vous. On se retrouve demain à 17 h. Passez une bonne soirée. Salut!